Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Rogier. Il est 8h35, c'est le grand débrief de l'actu avec Éric Revel, Françoise Degois avec nous. Et puis vous au 0826 300 300. Je sais qu'il y a des appels. On va parler de la manifestation en soutien à Nicolas Sarkozy dans un instant. Si vous voulez aussi, avec Gérald Darmanin qui a dit grosso modo qu'il ira voir Nicolas Sarkozy. Je sais pas s'il lui emmènera des oranges à la prison de la santé. Bon, les visites sont limitées tout de même. Bon, nous verrons ça tout à l'heure. Vous pouvez réagir. Si vous voulez réagir aussi sur le budget. Bon, je pense que c'est assez technique et on va voir comment, évidemment, ça s'appréhende là dans les jours qui viennent, le fameux budget 2026. Bien sûr, les agriculteurs qui sont désespérés là parce que les bovins ne peuvent pas sortir des fermes pendant 15 jours. Ça, c'est un énorme problème, bien sûr. Alors, c'est parce qu'il y a cette maladie qui est contagieuse et puis il y en a quelques-uns qui ont déconné, hein, il faut le dire aussi, qui ont, dans les régions concernées, qui ont bougé les animaux. Et puis il y a le Louvre. Quoi. Françoise Degois, Éric Revel. Tiens, je voudrais qu'on entende d'abord, et puis vous allez réagir, un auditeur. C'est Johan qui est avec nous de Malmort. Bonjour Johan. Johan ou Johan d'ailleurs? Johan. Johan, voilà, c'est ça. Johan. Ah oui, Manu, effectivement, m'a bien écrit les choses. C'est moi qui ai mal lu. Hein. Manu au standard au 0826 300 300. Qu'en pensez-vous, vous, de ce qui s'est passé en fait au Louvre, là, 7 minutes pour piquer les joyaux de la couronne, entre guillemets? C'est clairement une équipe de professionnels qui a agi. Quelque part, je préfère qu'on pique des bijoux dans un musée plutôt qu'on aille voler les vieilles à la sortie de la caisse d'épargne. Ouais. C'est vrai. C'est mon côté marseillais. Et après, ça fait partie des patrimoines culturels aussi à protéger, donc c'est normal aussi que ça mette un peu cet émoi un peu dans l'actualité, parce que l'action en elle-même est assez spectaculaire, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, surtout au Louvre, où on sait où la sécurité qui est déployée. Ouais. Mais c'est aussi c'est vrai aussi une autre façon, un retour un peu du banditisme un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, où on l'a vu ces derniers temps dans l'actualité, il y avait les personnes qui détenaient de la crypto qui se faisaient enlever. Ou avec des tentatives. Il y a toujours malheureusement les faits divers où les gens se font les choses, et puis là actuellement où c'est les musiques qui sont ciblées. Oui, vous êtes choqué ou comment on s'interroge en fait, comment c'est ressenti? Vous avez été choqué, Johan, ou pas? Pas choqué en soi, en tout cas pas par l'acte en lui-même. Choqué qu'ils y soient arrivés, choqué ou en tout cas étonné qu'ils y soient arrivés aussi vite, aussi facilement. Aussi facilement aussi. Alors. Après, moi j'aime bien les films, j'aime bien un peu les polars, donc il y a des choses comme on se croirait un peu dans un scénario de polar, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un dans le musée qui a collaboré, qui leur a filé des tuyaux, des choses comme ça? C'est fort possible aussi. Oui, il peut y avoir effectivement de la complicité. Interne. Tiens, d'ailleurs, ça nous rappelle la série, bien sûr. Tiens, écoutez ce petit extrait. Au Louvre, les œuvres d'art valent des millions. Je les ai à portée de main. Il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier qui vaut des millions. De ce collier, on va le voler. Et oui, ils ont peut-être été inspirés, Johan, par cette série Arsène Lupin. Françoise Degois et Éric Revel. Oui, je redis. Vous continuez de nous appeler 0826 300 C'est intéressant 300. d'entendre Johan, parce que je pense qu'il a la réaction très mitigée parce que nous avons, je le redis, inventé Arsène Lupin. Et donc, c'est quand même un braquage. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. C'est des joyaux d'une valeur inestimable qui sont volés. Mais je pense véritablement que ça a fait du verre extraordinairement spectaculaire. Mais je le redis, l'exploitation politique qui en est faite me paraît complètement débile, en fait, dérisoire. C'est-à-dire illustrer le délitement de la France. S'il y a un délitement, c'est le délitement de la sécurité du musée du Louvre. Mais vouloir faire rentrer au chausse-pied ce braquage pour illustrer la supposée agonie française, là, c'est juste pas possible. Bon, Éric Revel, vous n'êtes pas tout à fait de cet avis, je crois. Je vais être débile ce matin. Parce que, en fait, c'est pas les débiles, au sens premier du terme. Françoise Degois qui dit
que ceux qui voient un affaissement de l'État, c'est pas crédible. Je vais juste rappeler deux, trois choses. Il y a déjà eu des précédents à des moments où précisément l'État français était extrêmement faible. Septembre 1792, les joyaux de la couronne, les mêmes, sont dans un garde-robe à l'emplacement d'ailleurs où est le musée de la Marine, à Place de la Concorde pour ceux qui connaissent. La garde nationale révolutionnaire et laxiste. Et il y a des milliers et des milliers de diamants qui sont volés à ce moment-là, en 3 jours. En fait, ça se déroule sur 3 jours, en septembre 1792, juste avant la Terreur. Il y a un autre fait qui est... vous n'allez pas nous dire que la Terreur arrive derrière. Non, pas du tout. Je vous dis qu'à cette époque, la monarchie s'effondre et la Révolution prend le pouvoir et que l'État est un peu brinque-ballant. 1976, l'épée du sacre de Charles X est volée. D'ailleurs, je crois que c'est dans la même galerie que ça s'est passé. Et c'est la grande sécheresse 76. Alors, non, c'est pas que la grande sécheresse. Non, vous moquez pas. C'est l'après-choc pétrolier, c'est la démission de Jacques Chirac, c'est un Raymond Barre qui arrive et on se demande ce qu'il fait là. Alors, je dis pas qu'il y a un lien direct. Je dis simplement que les vols qui ont été commis hier devraient quand même nous alerter parce que très symboliquement, c'est une partie de notre patrimoine historique qui fout le camp. Quand même, on manque de points d'ancrage, on manque de racines, et je trouve que alors je sais bien que pour une partie de la gauche, la monarchie, c'est pas bien parce que c'était le droit divin et que vous attaquez bêtement là. Excusez-moi de vous le dire, ça n'a rien à voir. Par-dessus la fenêtre, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, moi je m'interroge et je peux vous dire, ça m'a beaucoup attristé en fait ce vol. Ça m'a un peu bouleversé. Oui. Moi, attristé, bouleversé. Moi, je suis bouleversé quand, pourtant, je suis de gauche. Je suis bouleversé quand Notre-Dame brûle, par exemple, et je vais pas bouffer du curé toute la journée. Ça n'a rien à voir avec ce qui est volé. Moi, les bijoux de la monarchie ou de l'Empire, si vous voulez, ça m'atteint moins, par exemple, que si quelqu'un avait que le Camille Corot qui est volé en 98. Il ne se passe rien à part qu'on a gagné la Coupe du Monde de football. Donc, il n'y a pas de lien de causalité entre le délitement de l'État et Camille Corot, quand même, qui est volé. Et on n'a jamais retrouvé ce tableau, qui est une merveille absolument. Donc, votre lien de causalité, je ne le vois pas. Et je ne vois surtout pas l'histoire de gauche et de droite. Moi, c'est pas parce que j'ai cette sensibilité de gauche que j'essaie de remettre ce fait divers là où il doit être. C'est extrêmement spectaculaire, mais ça n'est quand même pas un déchirement comme quand Notre-Dame brûle, où là, on a tous pleuré. Vraiment. Oui, c'est peut-être parce que vous avez parlé des pleurnicheurs en parlant notamment de Stéphane Bern tout à l'heure. Non mais alors, attendez, il y en a certains qui peuvent être heurtés parce que c'est vrai que c'est le patrimoine à chaque fois qui est un peu attaqué en fait de la France, des images quand même fortes, parce que Notre-Dame qui a brûlé. D'ailleurs, on ne sait toujours pas précisément en fait. Ça c'est un choc, c'est un choc mondial, planétaire, vraiment. Et puis là, on s'attaque quand même à ça. D'autant qu'il y avait une alerte. On en a parlé tout à l'heure. François, il y avait une alerte en fait des agents de sécurité qui avaient dit sur le personnel, sur le système des alarmes, etc. Parce que là, visiblement, porte-fenêtre, ça fonctionnait plus. Et pourtant, Emmanuel Macron, il était au courant puisqu'il l'avait dit lors de la présentation de son projet de renaissance du Louvre. C'était en janvier dernier. Tiens, on le réécoute à cette occasion. Rien ne sera oublié. Sécurité et sûreté des collections, confort de visite des visiteurs, conditions de travail des agents, étanchéité des couvertures, des huisseries, sécurité incendie, facilité destinée aux handicapés, vidéosurveillance, génie climatique, réseaux électriques et informatiques, assainissement, j'en passe. C'est un projet tout aussi colossal, surtout qu'il aura à être conduit permettant de continuer à visiter. Oui, parce qu'il y avait toujours des visites. Il a tweeté, Emmanuel Macron, que c'est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons, car il est de notre histoire. Nous allons les retrouver, les œuvres, les auteurs. Et le projet Louvre, Nouvelle Renaissance, que nous avons engagé en janvier, prévoit un renforcement de la sécurité. Ils n'ont peut-être pas commencé, en fait, les travaux, tout simplement. Mais non, mais bon, c'est délirant, quand même, de voir ces images, en fait, cette nacelle abandonnée. Comment est-ce qu'on rentre par une porte-fenêtre? Enfin, c'est ça qui est fou. Et moi, je pense aussi à la terreur. Des complicités, à votre avis? Oui. Enfin, je sais pas ce qu'on pense. Eric, moi, je suis pas inspecteur, mais allez, comment on peut faire autrement? Alors, si c'est de la criminalité organisée dont on parle, bien sûr, qui est derrière, je sais pas si c'est de la déstabilisation ou la criminalité organisée. C'est vrai que on le dit à chaque fois. Maintenant, ils ont tendance aussi à acheter de plus en plus, en fait, autour d'eux, entre guillemets, bien sûr. Donc là, mais il faut pas aller trop vite, parce que on sait pas. En fait, on sait rien.
Non, enfin, il y a du factuel quand même. Ça, C'est ça. on le voit. Allez, nous poursuivons dans un instant autour de Nicolas Sarkozy. Puis les sujets qui vous font réagir. Hein. Merci, Joanne, d'avoir réagi. Après, Joanne, vous pouvez nous appeler, soit revenir encore une fois sur le Louvre, soit autour de Nicolas Sarkozy ou d'autres sujets qui vous interpellent. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h48, c'est aussi votre émission, vous le savez évidemment, comme toutes les émissions, vous pouvez intervenir au 0826 300 300. Parlons vrai sur Sud Radio. Nicolas Sarkozy, demain, a priori cette fois-ci à la prison. Et alors Benjamin Glaise, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui annonce qu'il ira voir Nicolas Sarkozy en prison. Il l'a dit ce matin. Hein. Oui, effectivement. Le président de la République, vous l'avez dit, qu'il serait incarcéré demain à la prison de la Santé. Fin septembre, il avait été condamné, on le rappelle, en première instance à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire dans l'affaire des financements libyens. Depuis, on le rappelle, hein, il a tenu des propos assez durs à l'égard de la justice, Nicolas Sarkozy. Il avait notamment déclaré toutes les limites de l'état de droit ont été violées. Cela n'empêchera pas effectivement le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, de lui rendre visite. C'était ce matin sur France Inter. J'ai été voir Nicolas Sarkozy, vous savez quoi, j'irai le voir d'ailleurs en prison. Comme garde des Sceaux, j'irai m'inquiéter. Vous irez voir Nicolas Sarkozy en prison? Je m'inquiéterai de ses conditions de sécurité si Nicolas Sarkozy demain... Est-ce que vous irez le voir au parloir pour discuter avec lui comme vous êtes allé dans son bureau? Le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite. Parce qu'il doit garantir le bon fonctionnement du service public comme je le fais. C'est quoi? Vous n'y allez pas spécialement pour d'autres? J'y vais 3 fois par semaine. Ouais. Si. Mais pas pour voir des individus 3 qui fois sont par en détention. Ça m'est arrivé. Et Gérald Darmanin qui réfute toute entorse à l'indépendance de la justice. Dans cette interview, il rappelle notamment qu'il n'a jamais donné aucune instruction aux magistrats et qu'il a apporté son soutien publiquement au juge qui avait été menacé de mort après l'annonce du verdict. Bon, choquant ou pas? Ça sent quand même le coup de com' politique, pardonnez-moi. Attendez, je parle pas de Nicolas Sarkozy en prison, je parle de la visite du garde des Sceaux à Nicolas Sarkozy. Ouais. Ok, c'est dans ses prérogatives, mais alors si ça c'est pas la politique, pardonnez-moi, il est resté au gouvernement. Politique ou alors c'est parce qu'il est très très proche. Mais attendez, on a entendu Othman Nasrou tout à l'heure au micro de Jean-François Akili rappeler, un peu embêté d'ailleurs, que les 6 titulaires LR d'un portefeuille dans le gouvernement Lecornu 2 étaient exclus du parti. Darmanin fait partie de cette fournée-là, si vous voulez. Il est un peu, pardonnez-moi, le cul entre deux chaises, Darmanin. Ouais. Il est à la fois LR démonétisé. Bon, là, il se refait un peu la cerise en allant voir celui qui a... celui qui a incarné... Je sais pas si c'est approuvé par tout le monde, quoi. Je ne sais pas je suis 100% d'accord avec Eric là-dessus. Il a tout à fait raison. Et moi, ça me heurte quand même un peu. En plus, quand même, Nicolas Sarkozy a eu des mots très très durs par rapport à la justice. Je comprends en plus qu'on ait le droit de manifester son soutien pour son entrée. Je pense que c'est un véritable choc. Il faut quand même manifester demain. Bien sûr. Ceux qui appellent un rassemblement sont les fils de Nicolas Sarkozy. Mais voilà, c'est les enfants. Écoutez, moi, mon père était président de la République et voilà, moi, je comprends. On se moque de tous les messages d'amour qui balancent sur les réseaux sociaux. Moi, je me moque pas de ça. Je pense que voilà, ils le font avec leur cœur, peut-être des arrière-pensées politiques, mais ce qui me choque vraiment, je suis quand même un peu choqué par la posture garde des Sceaux, c'est très symbolique, et là où je suis d'accord avec Eric, c'est que on sent quand même que là c'est Gérald Darmanin, candidat à la présidentielle en 2027, quoi, et ça m'ennuie terriblement. Et en plus de ça, aller voir un ancien président de la République qui dit des choses aussi atroces quand même sur la justice et l'état de droit, moi, quand on est garde des Sceaux, ça me paraît vraiment limite. Attendez, Françoise, quand même, Nicolas Sarkozy n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous des lois non plus. Quand les 3 chefs d'inculpation sont tombés, qu'on le rattrape pour association de malfaiteurs, avec une exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate de sa peine, c'est quand même une façon de le mettre en dessous des lois. Pardonnez-moi, vous trouvez que les commentaires ont été atroces autour de la justice. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris cette décision. Et d'autres l'ont compris. Et au 0826 300 300. Frédéric avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à vos invités. Bon, et vous, qu'en pensez-vous? Moi, j'approuve la demande, du moins la proposition que font les enfants de Nicolas Sarkozy de se rassembler demain matin pour accompagner Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Je suis certainement, comme beaucoup de Français, très
très surpris et même choqué de la décision de la justice. Moi, je connais un peu Nicolas Sarkozy, je l'apprécie beaucoup depuis un fameux mois de mai 1993 où notre histoire a commencé. Et, oui, la bataille Balladur-Chirac. Non, Human Bomb. Ah, Human Bomb, oui, pardon. Oui, c'est vrai. Non, mais j'avais ramené ça, effectivement, parce que c'était aussi l'époque, bien sûr. Oui, non, mais complètement. Et on oublie trop rapidement que Nicolas Sarkozy, président de la République, a sauvé le système bancaire français. 2008. Sans l'engagement qu'il y a mis, on sait que certains conseillers l'ont dit, ils y passaient des nuits entières, sans l'engagement qu'il y a mis, on aurait été certainement très nombreux à perdre un petit peu quelques plumes, comme ce fut le cas pour les Grecs et d'autres. On sait aussi que, le syndicat de la magistrature l'avait mis au centre de son mur des cons. Il y a une partie des magistrats qui voulaient absolument se faire Nicolas Sarkozy l'envoyer en prison. C'est évident. Oui, en même temps, s'il a fauté, à un moment donné, il y a une condamnation qui arrive en fait derrière. Alors, ce qui vous choque plus, c'est la prison, quoi. Oui, parce que quelle image on donne on se donne à nous-mêmes, à notre propre pays. Bon, on a bien condamné Gustave Eiffel à la prison pour l'affaire du Panama, alors qu'il avait construit la Tour Eiffel. Bon, voilà, on aime bien en France condamner quand même ceux qui réussissent, mais quelle image on se donne à nous-mêmes et quelle image on donne au monde, quoi. Alors, je me doute qu'il y a beaucoup de gens du côté extrême gauche qui demain, pour eux, ça va être une sorte de fête nationale de voir Nicolas Sarkozy. Il va y avoir d'un côté. Frédéric, d'abord, j'aimerais bien que tout ce qui est à gauche ne soit pas dans la bouche des gens de droite, l'extrême gauche. Moi, je me considère pas comme extrême gauche. Je vais pas faire demain une fête nationale parce que je trouve ça. Mais la réalité aussi, les accusations sempiternelles sur le syndicat de la magistrature. Le président de la Cour d'appel a quand même rappelé. Il le rappelle qu'il y a 8 magistrats en tout qui ont vu passer ce dossier-là. Et c'est pas une seule personne dans son intégrité et dans son intitulé personae qui décide en réalité de cette condamnation. C'est un aréopage de magistrats et ces magistrats-là ont tous conclu que le faisceau de présomption était si fort qu'il fallait le condamner. Et après, est-ce qu'un ancien président, quelle image on donne au monde? Peut-être qu'aussi on donne l'image. On donne cette image d'un pays qui est capable. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans votre chronique, drôle d'époque. Quand on dit drôle d'époque, est-ce qu'on aurait imaginé ça effectivement un jour en France que les enfants d'un ancien président de la République soient obligés d'appeler à une manifestation de soutien parce que leur père va en prison. C'est dingue, non mais c'est inimaginable. Franchement, oui, non, mais qu'il soit président de la République ou pas, d'ailleurs, on peut très bien imaginer des enfants qui, par amour paternel, demandent une mobilisation entre amis. Bon, évidemment, Nicolas Sarkozy est un ancien chef de l'État. Mais je veux dire, en termes d'image, quand même, il y a un côté catastrophique. On parlait du musée du Louvre tout à l'heure. À 77% des visiteurs du musée du Louvre sont des visiteurs étrangers. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc vous avez des Américains, des Chinois, des Allemands, etc. Bon, je suis sûr que le bouche à oreille, après ce qui s'est passé hier, ce cambriolage, a dû aller bon train tout autour de la planète. C'est-à-dire qu'en gros, les gens venaient ou s'apprêtaient à venir dans le plus grand musée du monde et s'aperçoivent que l'État français n'est pas foutu de protéger une partie des joyaux de son patrimoine. Et de la même manière, mettre un ancien chef de l'État en prison, pardonnez-moi, ça doit cancaner dur à l'extérieur. Vous avez des présidents américains qui ont commis quand même des petites choses fortes, je pense à Nixon et d'autres, qui n'ont jamais fait un jour de tôle, ou même Donald Trump, tiens, pour ne parler que de lui. Donc si vous voulez, tout ça accumulé, ça donne une image de la France, mais catastrophique. Sur le Louvre, écoutez, il y a 9 millions de visiteurs, je suis absolument persuadé qu'aujourd'hui, la file d'attente est aussi importante. Vous allez voir la file d'attente aussi importante. Je pense que le bouche à oreille, tout le monde s'en fout complètement. Ça n'empêche, qu'il peut toujours y avoir. Bien sûr, mais ça n'enlèvera rien. Au contraire, qui vont dire tiens, mais c'est vrai, on va aller voir les braquages. Non, mais il y a des joyaux en fait dans le Louvre. Quoi. Tout le monde ne le savait pas évidemment qu'il y avait ces joyaux qui étaient enfermés, qui étaient là-bas. Il y a quand même une question, Patrick, qu'on peut se poser sur la. Il y en a beaucoup qui se posent, qui se disent la Versailles maintenant. Non, mais Sarkozy en prison, moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que sa sécurité, et ça
je ne sais pas, Eric, j'ai pas regardé. Est-ce que sa sécurité est véritablement bien assurée? Parce que vous reposez, vous remettez une pièce dans la machine. Non, mais c'est un vrai sujet. Pour moi, c'est un vrai sujet. On en parlera demain, ou peut-être tout à l'heure dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili. Tout à l'heure aussi, mettez-vous d'accord avec Jean-Marie Bordry ce matin qui sera avec nous et Perico Légas. Intéressant, l'invité en fait de Perico Légas et puis les deux invités. Si le président, c'est Paul Melun, et si le président était un roi, vous savez, il avait écrit ce livre et ça tombe bien. Il sera l'invité à 13h. Il y aura deux invités de Perico Légas. De frais de campagne puisqu'il serait là pour longtemps. Vous avez vu que l'héritier de la famille Bourbon se déclare prêt à revenir. Bien sûr. Oui. Allez.